Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Bellorini et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast qui a pour objectif de vous projeter dans votre future carrière professionnelle en découvrant le parcours et l'histoire d'étudiants diplômés du master que vous réalisez. Bonjour Laura, merci de participer à cette interview aujourd'hui. Bonjour. On va revenir un petit peu sur ton parcours avant le master. Pourquoi tu as candidaté à ce master en environnement à Bordeaux? Quel est ton avis un petit peu sur le master? Tes retours, est-ce qu'il y a des choses que tu as appréciées, moins appréciées, éventuellement des points que tu jugerais à améliorer maintenant que tu as de l'expérience après le master? Et est-ce que ce master il t'a été utile pour trouver donc un métier? Et enfin, revenir un petit peu sur ton parcours post-master jusqu'à ton job actuel et tes missions. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps et nous raconter donc ton parcours jusqu'au master. Ok. Moi, j'ai fait une licence à Bordeaux en biologie cellulaire et physiologie. Donc, du coup, il se trouve que je faisais mes études sur Bordeaux. Donc c'était Bordeaux 1 à l'époque. Ça n'existe plus maintenant. Hein, tout ça, c'est réuni. Et donc, en gros, en licence, il y avait une option plus parcours plus écologie et celle que j'ai faite qui était BCP, donc biologie cellulaire et physiologie. Pourquoi ce master? Parce que la thématique m'intéressait et je savais que je voulais continuer mes études parce que dans tous les cas, j'avais pas forcément de projet professionnel très clair. Donc, j'ai fait le master EXE, moi, écotoxicologie et chimie de l'environnement de Bordeaux. Voilà. En fait, du coup, c'est pas très original. J'avais pas un projet professionnel ultra déterminé, donc c'est plutôt parce que j'étais sur Bordeaux et que la thématique me plaisait, alors j'ai choisi ce master. D'accord. Pourquoi après t'es dirigé du coup vers la chronobiologie marine? Au cours donc de mon master écotoxicologie et chimie de l'environnement, on a 2 stages à faire, un en première année de master et un en deuxième année de master. Et il se trouve qu'au cours de mon stage en deuxième année de master, que j'ai réalisé à la station marine d'Arcachon, donc c'est un laboratoire qui est mixte entre l'université de Bordeaux et le CNRS, et où il y a un laboratoire, une équipe d'écotoxicologie aquatique. Donc j'ai réalisé mon stage de master 2 au sein de cette équipe et c'est pendant ce stage que j'ai découvert la chronobiologie marine, même si c'était en l'occurrence pas directement mon sujet de stage et pas avec mes encadrants directs, mais c'est dans ce contexte que j'ai pu découvrir ce projet et avoir connaissance du fait qu'il y avait une thèse qui était proposée au concours de l'école doctorale. J'ai postulé, j'ai fait ce concours, j'ai eu le concours et donc j'ai eu la thèse et j'ai enchaîné avec la thèse donc au sein de ce même laboratoire. D'accord. Et par curiosité, c'était quoi la thématique de ton stage de master 2? Donc mon stage de master 2, c'était plutôt de l'écotox. J'étudiais l'impact du nickel et d'un autre métal, je me souviens plus, sur Corbicula fluminea, corbicule d'eau douce. Donc au niveau de l'estuaire. Donc mais en l'occurrence donc dans un projet au niveau de l'estuaire, mais en l'occurrence avec des manips, des expériences de laboratoire. Et après, du coup, mon sujet de thèse, c'est là, j'ai commencé la chronobiologie marine et c'était l'étude des rythmes biologiques, des huîtres diploïdes et triploïdes et l'impact d'algues toxiques sur ces rythmes biologiques chez les huîtres. J'ai changé de sujet entre mon master 2 et ma thèse, quoi. Et cette thèse, tu l'as réalisée en quelle année? Du coup, j'ai commencé la thèse directement après mon master, donc en octobre 2013. Donc ça veut dire que je suis quand même un peu vieille là pour vous, votre génération, parce que ça veut dire du coup, j'ai refait les calculs que j'ai commencé mon master en 2011, Oui. puisque j'ai soutenu mon M2 en juillet 2013, et j'ai commencé ma thèse en suivant en octobre 2013. On reviendra un petit peu sur la chronobiologie après, mais en termes purement des 2 années de master, quel est ton ressenti, sans parler pour l'instant de l'embauche à l'issue du master, mais juste qu'en as-tu pensé? Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as trouvé que c'était pertinent ce qui était abordé dans ce master-là par rapport aux thématiques après ou pas vraiment? Moi, j'ai un bon souvenir de mon master. Je me souviens que j'étais assez enthousiasmée globalement par les thématiques. C'était que des choses que je découvrais à l'époque, donc on était une bonne promo, où on était content d'être là et content d'apprendre ce qu'on nous apprenait. Donc moi, j'en ai un bon souvenir. Je trouvais ça enrichissant.
j'ai découvert il y avait une option en licence de toxicologie, mais vraiment l'écotox, je l'ai découvert au cours du master. Donc il y avait aussi tout ce qui est plutôt chimie. Donc moi j'étais pas chimiste à la base, mais c'était plutôt bien abordé même pour les non chimistes. Donc voilà, moi j'ai un bon souvenir de ce que j'ai appris pendant mon master. Je pars du principe qu'on fait des études pour apprendre des choses, hein. Voilà, c'est pas mon but dans la vie, c'était pas forcément de devenir une professionnelle de suite. Je pense qu'il faut pas trop se stresser avec ça non plus, que concrètement on apprend notre métier après sur le tas, et que les études à l'université c'est fait pour apprendre des choses, apprendre à apprendre, avoir des notions de base sur tout un tas de choses qui effectivement nous seront utiles pour plus tard si on continue dans ces domaines, hein. C'est pas ça, mais je pense avoir plutôt un bon souvenir de mon master. Et est-ce que tu avais postulé sur, différents masters écotoxicologie ou uniquement de Bordeaux? Non, j'ai postulé uniquement à Bordeaux. J'ai hésité avec un autre master à Bordeaux, mais aucun rapport, quoi, plutôt nutrition, et j'ai postulé uniquement à Bordeaux. Mais encore une fois, c'est vrai que peut-être que c'est parce que c'est pas la même époque non plus, hein, mais j'étais pas du tout, enfin, à mon époque, il y en a qui savaient déjà beaucoup mieux ce qu'ils voulaient faire que moi. Donc ça vient peut-être et de moi et de l'époque, mais j'étais pas du tout en mode carrière, vision long terme, on postule là. Voilà, c'est moi j'avoue que je me laissais un peu porter. Et donc il y avait ce master là, j'étais bien là, je suis restée là. Voilà, pour être honnête. Donc voilà, ce master m'intéressait. Après, si jamais j'avais pas été prise ou je ne sais quoi, effectivement, je me serais peut-être accrochée à aller voir ailleurs aussi. Je pense que c'était peut-être aussi quand même moins sélectif parce que il y avait moins d'étudiants aussi, parce que c'est quand même un problème qu'il y a aujourd'hui de plus en plus, c'est le nombre d'étudiants et le fait qu'on peut pas prendre tout le monde. Je pense quand même que j'ai bénéficié du fait que c'était quand même moins le cas à l'époque. J'avais un bon dossier, donc c'est vrai que c'était pas une inquiétude pour moi de pas être prise, quoi. On sentait pas une pression énorme à ce niveau-là. C'est pour ça aussi peut-être que je suis pas allée chercher partout ailleurs en France. Au début de ton master, tu réfléchissais déjà à une thèse ou c'est quelque chose vraiment qui est venu avec ton stage de master 2, où tu savais déjà que tu allais t'orienter vers une thèse? Pour ma part, moi, c'est venu vraiment à la découverte, en fait, de la chronobio, l'occasion de cette thèse qui sortait au concours de l'école doctorale. C'est vraiment le sujet qui a fait que je me suis dit, ah oui, ça c'est super intéressant, je veux faire ça, je veux faire une thèse. Donc encore une fois, je me laissais porter jusqu'alors, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Et ça, c'est arrivé comme ça, et donc ça a été pour moi, enfin, quelque chose dans lequel j'ai foncé. Mais encore une fois, du coup, là, j'ai quand même eu de la chance d'avoir été globalement plutôt une bonne élève et tout ça. Parce que pour de vrai, tout ce qui est concours de l'école doctorale, en tout cas celle de Bordeaux, le classement, donc la note, quoi, enfin, le classement au sein du master compte énormément. Donc, il est vrai que si on a dans la tête, en fond, de vouloir faire une thèse, c'est bien d'être au courant et de mettre l'implication dans son master dès le début parce que le classement compte beaucoup. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir dans tous les cas un bon classement, quoi, qui m'a permis de faire que ce projet-là était possible, même si je me suis réveillée sur ce projet-là qu'à la fin de mon master. Et pour avoir un ordre d'idée, donc tu à peu près en termes de classement, tu comment? Et est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes? Parce que vous avez été plusieurs à monter donc sur cette, thèse. Est-ce que tu sais pourquoi toi, tu as été sélectionné plutôt qu'un autre? Enfin, Alors, je vais essayer de faire court, mais pour les thèses, il y a plusieurs options. Il y a certains cas où les chercheurs, ils ont déjà un financement qui est acquis. Et là, du coup, la sélection va se jouer entre quelques étudiants. S'ils ont de la chance, ils ont plein de candidatures. Sinon, il y en a moins. Ça, c'est très variable. Et ça va se choisir comme ça. Sinon, il y a ce qu'on appelle les concours des écoles doctorales. Où là, c'est sur concours, mais c'est pas, tu n'es pas juste en compétition avec les gens qui postulent sur la même thèse que toi, mais tu es en compétition avec tout un tas de gens. Parce que si tu veux, il y a plusieurs sujets de thèse qui sont posés. Et ces sujets de thèse-là sont en compétition les uns avec les autres parce que tous ne seront pas financés. Et pour chaque sujet, tu peux avoir effectivement de 1 à 3, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, donc disons 1 ou 2 candidats par sujet de thèse. Mais si tu veux, au final, tu es autant en compétition avec cet autre candidat-là qu'avec tous les autres candidats pour tous les autres sujets. Donc c'est très compétitif, à l'école doctorale de Bordeaux, donc ça dépend des écoles doctorales, mais il y a un tiers de la note qui est sur le classement, c'est bien dans les 3 premiers, quoi. Un tiers de la note, c'est sur l'oral que tu présentes devant un jury. Donc tu présentes le sujet de thèse que tu défends.
et un autre tiers de la note qui est la réponse aux questions face à ce jury suite à ton oral. Donc là, pour le classement, je te dis 1 à 3 de mémoire, 1 à 5, je pense que ça peut peut-être le faire, mais il faudrait que je regarde. En plus, j'ai regardé il y a pas longtemps, mais je me souviens déjà plus. Mais tout ça pour dire que c'est très compétitif. Et si t'es en dessous de 5, alors il y a encore 5. Voilà, comme c'est un tiers de la note, tu pars déjà de trop bas comparé le nombre de gens qui sont au concours et tout ça. Tu pars de trop loin. Malheureusement, les chances sont déjà pas de ton côté si t'as pas un bon classement. Du coup, après, tu travailles sur cette thèse et à l'issue de ces 3 ans de thèse, tu as rejoint un laboratoire ou est-ce que tu as eu une période où tu as dû chercher? Comment ça s'est passé à l'issue de cette thèse? Quand on veut continuer dans la recherche, ce qui se passe après une thèse, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des post-docs. Donc, c'est des contrats post-doctoraux qui sont des contrats de 1 à 3 ou 4 ans quand on a de la chance, donc des CDD dans des laboratoires. Donc, toujours pareil, en fait, les chercheurs, ils écrivent des projets, ils ont ou pas le financement, et donc dans ce financement-là, ils ont demandé à pouvoir embaucher quelqu'un. Donc, que ça soit des fois un thésard ou un post-doc pour une durée déterminée. Et donc, c'est ça, en fait. Postdoc, tu vas essayer de trouver un chercheur qui a eu un projet qui peut t'embaucher sur ce projet pendant X années. Et en fait, il faut faire plusieurs de ces postdocs pour pouvoir prétendre à avoir un poste fixe. Et pour avoir un poste fixe, il va y avoir soit des postes, par exemple, au sein de l'université, des postes d'enseignant-chercheur, soit moi, ce que je suis chercheuse au CNRS. Et donc, le concours du CNRS, c'est encore une fois extrêmement compétitif et tu dois présenter tout un dossier. Et ce qui est sûr, c'est que il faut avoir fait preuve de quelques années de postdoc. Donc moi, en l'occurrence, c'est quelque chose comme 4 ans avant de pouvoir prétendre avoir un poste. Ça, les postdocs, ça a fait preuve de ton expérience professionnelle post-thèse, si tu veux, que tu as vraiment réussi à faire de la recherche par toi-même de ton côté en dehors de tes encadrants de thèse. Et donc voilà, donc moi après XN, donc j'ai commencé ma thèse en 2013, j'ai soutenu en 2017 et là j'ai eu mon poste au CNRS en 2022. Par contre, du coup, il faut savoir qu'il y a beaucoup de précarité dans la recherche et qu'il y a beaucoup de gens qui enchaînent les postdocs et qui sont encore en postdoc à 40 ans et qui ont toujours pas de sécurité de l'emploi et qui n'auront jamais de poste. Malheureusement, c'est une réalité aussi. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui, passent le doctorat, qui font des post-docs. Il y a de plus en plus de personnes et pas forcément la demande qui suit en termes de Oui, financement. voire même, du coup, il y a, en parallèle de ça, de moins en moins de postes. Ouais. Parce que malheureusement, ça va pas dans le bon sens en termes de nombre de postes. Donc, on n'est pas dans un monde où la recherche publique fait rêver notre système capitaliste, hein. Donc, voilà. C'est quand même compliqué, malheureusement, d'avoir un poste fixe dans la recherche. Mais c'est possible, donc faut pas se l'interdire. Il n'y a pas que chercheur comme poste. Il y a aussi ingénieur de recherche, il y a aussi des postes de technicien. Donc voilà, faut pas être pessimiste, mais ça va se jouer beaucoup sur des opportunités, quelque chose, un poste qui s'ouvre à ce moment-là, tout qui roule bien. Enfin voilà, pour le CNRS c'est un concours, donc c'est autre chose, mais il n'empêche que c'est pareil. Il faut un peu qu'il y ait les planètes qui s'alignent et voilà. Des fois ça fonctionne. Maintenant, on va parler un petit peu plus de vraiment ton domaine, Mm. la biologie marine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Suite à mes postdocs, j'ai eu mon poste et je rejoins du coup le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse. Et donc en l'occurrence, je rejoins du coup un petit groupe de travail avec lui qui était mon encadrant de thèse, Damien Tran. Et ce qu'on fait ici, c'est de la chronobiologie marine. Et en l'occurrence, en ce moment, ce sur quoi on travaille, en fait, c'est la perturbation des rythmes biologiques des huîtres, en l'occurrence, mais je travaille aussi sur le zooplancton, par la pollution lumineuse. Donc la pollution lumineuse, c'est la lumière artificielle, donc les éclairages utilisés par l'être humain pour éclairer les routes, les ports, les jetées, les bateaux, les publicités, et qui crée du coup une lumière artificielle qui vient masquer des cycles lumineux naturels qui sont pourtant constants depuis des millions d'années, donc le cycle jour-nuit, le cycle saisonnier de la photopériode, le cycle de la Lune, alors que ces cycles-là, justement, ils sont utilisés par les organismes, marins y compris, pour synchroniser leur rythme biologique. Donc, par exemple, le rythme circadien, qu'on connaît quand même de plus en plus chez l'homme dans le grand public. Donc, tout comme c'est de plus en plus mis en évidence chez l'humain,
que la lumière artificielle, donc par exemple de nos téléphones, vient perturber notre horloge circadienne et donc nos rythmes journaliers. C'est la même chose en fait chez les autres organismes et on s'en rend de plus en plus compte chez les organismes terrestres, mais c'était jusqu'alors beaucoup moins abordé chez les organismes marins. Donc là, on est dans cette mouvance où ça commence à partir, cette thématique, mais où on essaye de comprendre justement comment ça vient perturber les organismes marins, comment ça vient perturber leur horloge endogène. Et donc moi concrètement, dans le projet, on étudie donc sur les huîtres, on va étudier le rythme biologique au niveau du comportement valvaire des huîtres. Mais on regarde aussi au niveau moléculaire de l'expression des gènes. On va venir voir l'impact de la pollution lumineuse sur leur rythme biologique. Et concrètement, la journée d'un chercheur, c'est très variable, ça dépend beaucoup des moments. Il y a des moments où on est sur l'ordinateur toute la journée. Malheureusement, il y a beaucoup de tâches administratives qui sont assez pénibles. En ce moment, justement, on a notre manip sur le terrain à l'île aux oiseaux, donc une fois par mois, on est sur l'île aux oiseaux, on fait des prélèvements. Donc c'est super. Il y a d'autres moments, on fait des manips au laboratoire. Donc pareil, il va y avoir des moments de prélèvement. Nous, on fait des prélèvements par exemple pendant la nuit, donc c'est rigolo. Et après, ce qui est chouette, donc il y a toute la phase où on analyse les résultats. Après, la phase traiter des échantillons et puis après analyser les résultats. Donc ça, c'est chouette. C'est là une bonne phase bien excitante aussi. Et après, il y a toute la phase où on doit écrire l'article, rédiger les publications, soumettre. Ça met des mois, c'est long et lourd émotionnellement. Et après, si on boucle la boucle, il y a la phase où on va repartir pour chercher de l'argent, donc partir plutôt dans tout ce qui est écriture de projet. Donc c'est des cycles un petit peu comme ça, et c'est vrai que du coup c'est très variable. Enfin, il y a des moments où je suis tout le temps sur l'ordi, des moments où je bouge. Donc c'est les tâches en fait, c'est ça qui peut être compliqué. Il y a plein de tâches très différentes en fait. Mais c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi comme travail. Du coup, tu travailles sur ce sujet depuis 2 ans déjà, depuis 2022. Et du coup, tu sais à peu près où vous en êtes. Alors moi c'est donc j'avais commencé un petit peu mon sujet de recherche, mais en faisant une mission en Arctique en bateau avec du zooplancton exposé ou non à la lumière du bateau. Donc ça, j'ai pas fini d'analyser les résultats. En parallèle de ça, j'ai eu la chance parce que pile quand j'ai obtenu mon poste, donc mon collègue Damien Tran venait d'obtenir un projet, une ANR. Donc ANR, c'est des financements par l'Agence nationale de recherche. Et là, c'est des projets de 3 ans, voire 3 ans et demi. Donc c'est bien, on a un peu le temps, même s'il faudrait des temps plus longs, on est d'accord. Et là, on en est début mi-parcours, quoique, ouais, non, mi-parcours. Donc, j'ai rejoint un travail qu'ils avaient commencé avec sa thésarde Audrey Beauté, où ils avaient déjà fait pas mal d'expériences au laboratoire. Donc, j'ai rejoint ça en cours. Donc, on a bien caractérisé déjà au laboratoire l'impact de la pollution lumineuse en fonction de son intensité, de la longueur d'onde de la lumière, mais également de la modalité. Est-ce qu'on a les mêmes impacts si on a de la lumière artificielle tout au long de la nuit ou si on en a qu'au début, à la fin de la nuit, par exemple. Donc tout ça, il y a déjà des publications qui sont sorties, donc le projet est bien entamé. Et là, on est vraiment à fond sur notre manip, en l'occurrence de terrain, qui est une manip qui est en cours. Et il nous reste du temps encore pour la finir et pour analyser les résultats. Donc on en est environ à mi-parcours, mais ça avance très bien. On est très content. Dans la recherche, faut savoir, c'est vraiment travail en équipe. Donc là, j'ai cité mon collègue Audrey Beauté, qui est maintenant en postdoc avec nous, travaille étroitement avec Yannick Gerbard, qui est électronicien. On a toujours besoin de plusieurs personnes, et après on est content. On a aussi d'autres étudiants. Enfin voilà, j'ai aussi un ancien projet en Allemagne sur l'huître plate. Enfin, souvent il y a plusieurs choses qui se chevauchent aussi. C'est rare de faire juste une chose, quoi. Donc il y a des projets qui se mènent un petit peu en parallèle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, de cet autre projet en parallèle en Allemagne? Oui, si tu veux. Donc en Allemagne, là on est sur un projet où donc on a un étudiant en thèse, Alexandre Lemoyle, qui avait fait ses stages de master avec nous et qui a enchaîné sur une thèse. Et c'est un projet qui est en collaboration avec un laboratoire en Allemagne, là où j'ai fait mon postdoc à l'étranger en fait, parce que les postdocs c'est bien de les faire à l'étranger pour pouvoir avoir un poste après au CNRS. Il faut avoir bougé. Donc l'Alfred Wenger Institute en Allemagne. Et là en l'occurrence c'est un projet où il y avait une partie au laboratoire qui a été faite ici à Arcachon et une partie de terrain qui est faite à Helgoland, qui est une petite île au nord de l'Allemagne, toute isolée. Ce projet il vise à comprendre les rythmes biologiques de l'huître plate, Ostrea Donc on l'appelle la belon en Bretagne, et c'est une huître qui avait beaucoup partout en Europe et qui a complètement
quasiment disparu dans certains endroits. Il en reste quelques individus par-ci par-là. Il y a des endroits où ils arrivent à maintenir la culture, mais c'est très compliqué. Et donc justement, notamment donc en mer du Nord, autour de cette île d'Helgoland, il y en avait à l'époque énormément. Et là, il y en a plus du tout. Donc il y a différents facteurs. Et donc l'anthropisation, hein, bien sûr, vraiment la surpêche et les dragages, parce que c'est des huîtres qui se fixent au sol, qui font des récifs. Et après, il y a un virus qui est venu sur ça, finir de les décimer. Et donc là, il y avait tout un projet sur l'île d'Helgoland pour essayer de réintroduire l'huître plate. Et donc dans ce contexte, on a pu bénéficier d'un financement pour un projet pour essayer déjà de comprendre quels étaient leurs rythmes biologiques. Donc nous, on équipe les huîtres avec des petites électrodes qui nous permettent de suivre le comportement en direct, en continu, pendant de longues périodes, le comportement d'ouverture et de fermeture des valves. Donc ça, c'est super. C'est comme si on mettait une petite pile à nous et qu'on pouvait suivre après sur une année entière, quand c'est que tu bouges, quand c'est que tu bouges pas, quand c'est que tu bouges, quand c'est que tu bouges pas. Donc en fait, on acquiert vraiment de longs jeux de données sur le comportement. Et là, à partir de là, on voit apparaître des rythmes. Et on voit apparaître que le comportement, il oscille selon certaines rythmicités. Et donc sur ça, on fait des analyses chronobiologiques et on voit apparaître des rythmes significatifs, donc de 24 heures, mais aussi de 12,4 heures, mais aussi relatifs au cycle lunaire. Et donc rien que ça caractérisé, par exemple, là sur Helgoland, on voit que elles ont un rythme saisonnier extrêmement fort, où elles sont quasiment fermées tout le temps, donc à très faible amplitude, ouverte mais à très faible amplitude pendant tout l'hiver. Donc un petit peu comme si elles se mettaient en diapause pendant tout l'hiver avant de se réouvrir au printemps. Donc c'est vraiment les bases de déjà mieux connaître cet organisme et comment il adapte sa physiologie aux cycles environnementaux. C'est l'objectif de ce projet. Donc c'est un projet qui est en cours, qui a bien avancé. On a déjà plein de résultats. Et voilà, donc c'est le projet de thèse d'Alexandre Lemoyle. Et du coup, on a eu l'occasion d'aller sur Helgoland déjà 2-3 fois. Donc c'est chouette, ça fait bouger, c'est intéressant. Et après, en parallèle de ça, moi, je fais aussi pas mal d'analyses transcriptomiques. Donc là, c'est regarder l'expression des gènes. Donc c'est des gros jeux de données, mais cette fois-ci sur l'expression génétique. Et pareil, quels sont les cycles et les rythmes d'expression génétique, donc que ça soit à l'échelle de l'année, à l'échelle de la journée. Voilà, c'est des choses que j'ai pu faire au cours de ma thèse et de mes postdocs chez l'huître et chez le zooplancton. Et pareil, là, c'est geeké sur des gros jeux de données. Enfin, c'est chouette.